Bienvenue pour cette matinée. Elle va se découper en plusieurs parties. Une première partie où nous allons échanger avec les voix de la COPEAM sur la culture digitale et les nouvelles écritures. Une deuxième partie où nous aurons les voix du monde. Nous accueillerons deux personnes qui viennent du Japon nous parler de la 8K. Et puis les voix des partenaires avec Erwan Gaucher, qui est directeur adjoint de l'éditorial de Radio France. Et nous terminerons avec Nicolas Dubourg, qui est à la manœuvre dans la candidature de Montpellier Capitale européenne de la culture. Et nous présenterons un des événements que nous avons créé, qui est le festival France Bleu à hauteur d'enfant. Alors, juste histoire de se remettre un peu dans l'ambiance, en quelque sorte, est-ce que tout le monde a un téléphone? Tout le monde a un téléphone? Est-ce que tout le monde a sa boîte mail sur son téléphone? Est-ce que tout le monde a WhatsApp sur son téléphone? Non. Est-ce que tout le monde a Twitter? Est-ce que tout le monde a Instagram? Ah. Est-ce que tout le monde a Facebook? Est-ce que tout le monde a TikTok? Combien de personnes ont TikTok? Ah. Eh bien, on est dans le cœur du sujet, en fait. Je vais reprendre ce qu'a dit notre collègue secrétaire général de l'information de Radio France hier. En fait, les gens n'ont pas confiance dans les réseaux sociaux pour s'informer, majoritairement, mais ils s'informent majoritairement sur les réseaux sociaux. Alors, on peut se demander si la culture digitale, finalement, est incontournable ou pas, ou en tous les cas, comment pénétrer ces réseaux pour informer lorsque nous sommes des médias de service public. Donc, pour ce matin, parler de cette culture digitale et de ces nouvelles écritures, nous allons accueillir autour de cette table Adil Chkiri. Vous êtes directeur digital marketing de 2M au Maroc. Bonjour. Nous accueillons aussi Aline de Volder. Vous êtes Social Media Trend Group pour l'UR. Donc, on verra comment vous réfléchissez sur des nouvelles formes d'écriture et des nouveaux projets. Et puis, vous avez aussi défini la stratégie digitale. Vous coordonnez et supervisez la production de contenus digitaux pour la RTBF, notamment. Et puis, nous accueillerons aussi Adèle Castel. Vous êtes journaliste, grand reporter, news checker, spécialiste de news checking. Et vous produisez des contenus éditoriaux basés sur le motion design et le dessin animé. Bonjour. Et puis, nous accueillerons aussi Sama Nassar. Vous êtes directrice du département des nouveaux médias de la BBC, la radio-télévision palestinienne. Et vous pourrez nous exposer dans un temps d'à peu près 5 minutes comment, en Palestine, on aborde la question de ces réseaux sociaux et comment on communique avec ces réseaux sociaux auprès des Palestiniens et à l'extérieur du pays. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser, faire un tour de table assez rapide, c'est est-ce que culture digitale, ça va forcément avec nouvelles écritures? Merci. Merci pour l'étude rapide, en tout cas pour TikTok, pour savoir est-ce que les gens ont installé TikTok sur leur smartphone. On voit qu'on n'est pas dans le cœur de cible. Oui, effectivement, pour le digital, il implique des nouvelles écritures, pas uniquement pour des médias comme dites médias traditionnels ou bien classiques. Aujourd'hui, nous ne sommes pas vraiment des médias traditionnels, mais des médias plutôt présents sur plusieurs plateformes, que ce soit la télévision, la radio ou le digital. Le digital, c'est un domaine qui évolue très vite et qui demande un effort d'innovation, aussi de recherche, ce qui implique forcément des efforts au niveau des écritures audiovisuelles, que ce soit en termes de support ou en termes de comment on pense le contenu, comment on peut servir ce contenu à différentes cibles. Quand vous avez posé la question sur les réseaux sociaux qui sont installés dans les smartphones, l'écriture pour un réseau comme Facebook n'est pas la même qu'un réseau pour Instagram ou bien que pour Twitter. Twitter, déjà par définition, c'est le nombre de caractères, c'est une information qui est plutôt concise, résumée, précis, et qui est dans l'immédiateté, ce que nous faisons nous aussi à 2M. Facebook ou bien Instagram, c'est plutôt de la vidéo, quoique Instagram, c'est plutôt le média de la Dolce Vita par excellence. Donc les écritures diffèrent d'un support à l'autre.
Aline de Volder, est-ce que pour vous, culture digitale, ça rime forcément avec nouvelles écritures? Alors, on a entendu la question des caractères, donc du format en fait, mais est-ce qu'on innove, est-ce qu'on écrit autrement? Certainement, c'est nécessaire. D'abord parce qu'il faut, on est dans une période avec les réseaux sociaux de surcharge d'informations. On est confronté à de l'information, un espace concurrentiel énorme pour nous, médias. Et donc, il y a la bataille de la capacité d'attention, la bataille de l'attention de l'utilisateur. Et donc là où avant on pouvait commencer un sujet facilement en télé, doucement, tranquillement, gentiment, ici on a 1 à 2 secondes pour capter l'attention de l'utilisateur. Alors c'est pas forcément une mauvaise nouvelle parce que c'est un terrain de jeu extraordinaire en termes de créativité pour les créateurs de contenu que nous sommes tous. Adèle Lachkiri, pardon, excusez-moi. Adèle Gastel, pardon. Est-ce que vous, qui étiez grand reporter, qui vous posez les questions de l'écriture de l'information en zone de conflit, la culture digitale a aussi créé des nouvelles écritures? Moi, en mon temps, j'ai la chance de travailler dans un média qui fait beaucoup de reportages à l'étranger, là où il y a beaucoup de conflits. On se pose souvent la question, qui nous regarde et est-ce que notre travail sert à quelque chose? Alors la meilleure façon de le savoir, c'est le numérique, en fait. C'est l'adresse IP. Avec ça, on sait si le sujet que j'ai sorti, il fait 1000 ou 15 000 ou 1 million de vues. Là, déjà, on a une réponse. Aline, merci d'avoir... Je pensais que c'était 7 secondes. C'est 2 secondes. Enfin, pour moi, c'est une mauvaise nouvelle. C'est pas forcément une bonne nouvelle. Donc, j'ai un ami qui me dit, un ami très, très, très intelligent, qui occupe un poste très, très intéressant dans une très, très, très grosse boîte, qui me dit, de manière très, très, très simple, nos enfants, les enfants de nos enfants, les générations futures, auront le pouce qui sera aussi grand que les autres doigts. Je ne sais pas si c'est une bonne ou mauvaise nouvelle. Hein. Pourquoi? À cause de ce geste. Sur le smartphone, sur la tablette, doigt, digital, tout ça est lié, bien sûr, et c'est le numérique qui nous donne aujourd'hui l'aperçu le plus démocratique, le plus transparent sur notre puissance de feu, entre guillemets. Autrement, je ne sais pas comment je peux savoir, moi, s'il n'y avait pas le numérique, s'il n'y avait pas le digital, je ne peux pas connaître l'impact de mon contenu sur l'audience. Voilà. Donc on va voir avec vous tout à l'heure comment finalement le digital vous a aussi permis de raconter des histoires que vous ne pouviez pas raconter avant. Donc il y a des écritures qui ont été créées aussi grâce au digital. On va rentrer dans le vif du sujet pour voir comment vous êtes appropriés les uns et les autres dans vos médias ce digital et ces nouvelles écritures. Et j'aimerais, Adèle Lachkiri, que vous nous disiez comment au Maroc, d'abord, qu'est-ce qui a déclenché le fait de s'approprier cet univers digital, cette culture digitale? Est-ce qu'il y a un moment, un déclencheur? Est-ce que c'est le public qui pousse en disant il faut y aller, on a besoin de cette culture digitale pour consommer du contenu médiatique? Ou est-ce que c'est à un moment donné, on n'a pas le choix, on est un média, on doit y aller? Oui, effectivement, la présence sur le digital n'est pas un luxe, n'est pas un effet de mode, mais c'est une nécessité. Si on veut s'adresser à différents publics, si on veut s'adresser à différentes cibles, chacun avec ses préférences, ses attentes par rapport à un média public comme celui de ZEM, c'est important d'être sur le digital. Pour le cas de 2M, on avait un site d'information qui date de 1997 déjà. Une présence aussi normale à l'époque avec un site. Donc après, il y a eu une réflexion comment passer d'un simple site de promotion de programme à un média à part entière. Donc traiter le digital comme média, mais pas uniquement comme une vitrine de promotion, mais c'est un média à part entière. En ce qui concerne le cas de 2M, dès 2015, il y a eu une réflexion de refonte digitale de fond sur notre travail, avec la création d'un site d'information généraliste, qui est 2M.ma, qui compte aujourd'hui à peu près 500 000 visiteurs au jour.
et une présence sur le digital qui a accompagné ce chantier-là pour renforcer l'empreinte digitale de 2M sur le champ digital marocain. L'expérience de 2M, c'est aussi de répondre à la question suivante. Devons-nous attendre le journal télévisé de 12h45, qui est notre premier journal de la journée, qui est, on va dire, notre messe d'information. Et sur les 4 rendez-vous JT, on ne va pas attendre le 12h45 pour annoncer une information, bien une actualité chaude. Donc, avec la réflexion de la direction générale et aussi de la direction de l'information, Twitter devient une nécessité. Il faut qu'on ait notre vitrine ou bien notre plateforme pour donner l'information à temps, une information vérifiée, précise, qui est portée par une rédaction crédible, qui a sa fiabilité, qui s'est montré très important dernièrement avec le Covid, avec les fake news qui circulaient de partout. Je pense que plusieurs intervenants ont parlé de ça ce matin. 87% des ménages marocains s'informaient auprès des chaînes publiques pendant le Covid et à travers aussi les médias sociaux des chaînes publiques, que ce soit la SNRT ou 2M qui ont développé leur présence sur les réseaux sociaux. Donc l'information est vérifiée par le récepteur, je veux dire le téléspectateur de 2M ou bien le public marocain en général, d'abord sur des supports fiables et sur des médias qui ont leur fiabilité. Donc l'expérience aussi a montré que le digital vient en complément à la télévision. Il n'y a pas de concurrence, mais ils sont vraiment complémentaires. 2M, pour nous, c'est le vaisseau amiral, c'est là où on puise toute notre force, même en termes de digital, même pour développer les réseaux sociaux de 2M. C'est grâce à la marque 2M, c'est grâce à la marque de la télévision, du média public qui est apprécié et suivi par les téléspectateurs marocains. Nous avons une part d'audience qui avoisine les 34%. Et ce qui rejaillit aussi sur le développement des réseaux sociaux. Ça peut être par la reprise du contenu de télévision, par exemple les meilleurs reportages des JT. Ça, c'est la manière dont vous transformez, en fait. Mais juste une question. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que l'audio, l'image, donc le média plus traditionnel, reste le premier choix de vos usagers et que le digital, finalement, conforte cette audience? Est-ce que c'est ça? Il conforte cette audience, mais c'est pas, la marque 2M, elle est aussi appréciée que sur la télévision que sur le digital. Je ne sais pas si je peux vous montrer quelques chiffres. Voilà, on va peut-être montrer quelques éléments et peut-être quelques exemples, parce que vous avez commencé à aborder la question de comment on transforme des contenus du média traditionnel pour en faire des contenus qu'on va pouvoir consommer sur d'autres supports, notamment les supports digitaux et les réseaux sociaux. D'accord. Elena, je ne sais pas, est-ce que je peux avoir ma presse? Merci. Donc je parlais un peu de la télévision qui se porte bien, que ce soit le 2M ou bien le pôle public marocain en général, la SNRT et 2M, il y a une augmentation de durée d'écoute de la télévision depuis 2012. On a à peu près gagné 20 minutes. Ça veut dire que la télévision vit et survit, que ça soit même en parlant de entre guillemets, de la prédominance du digital, c'est un discours qui revient tout le temps. Mais il faut dire que la télévision a toujours son public, qui est toujours là. Que ce soit la télévision ou bien même la radio qui avoisine aujourd'hui 2,5 millions d'auditeurs par jour, pour le cas de Radio 2M. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'il y a un léger vieillissement de l'audience télé. C'est le même phénomène se réplique, que ce soit au Maroc ou bien en France. On a benchmarké puisqu'on a quand même une proximité en termes de contenu et aussi en termes de façon de travailler aussi l'audiovisuel. Sur l'empreinte digitale que j'ai citée tout à l'heure, aujourd'hui, c'est une empreinte qui est assez importante.
que ce soit en termes de vidéo ou bien en termes de support. C'est le cas par exemple pour Facebook, avec 9 millions d'abonnés. La chaîne YouTube, on reprend tout ce qui est reportage longue durée. Et l'application mobile qui devient une nécessité. Il faut avoir un moyen d'activation du contenu digital de la chaîne à travers Moi, j'aimerais que les vous nous applications expliquiez, dans la stratégie aujourd'hui de 2M, comment on investit d'un côté le média plus traditionnel et comment on investit, parce que vous nous montrez par exemple TikTok, vous nous montrez Instagram, vous nous montrez Facebook, vous nous montrez aussi des autres canaux de diffusion et de contenu. Donc comment on arrive en fait à irriguer dans ces deux types de médias avec les mêmes exigences que vous avez citées au tout début? Est-ce que là, c'est des équipes dédiées? Est-ce que là, il y a des process qui sont élaborés? Et on verra peut-être avec nos autres invités s'il y a des choses qui sont communes dans les démarches. Effectivement, pour gagner en efficacité et aussi en autonomie, en tout cas pour le cas de 2M en termes d'organisation, la direction générale a fait le choix d'investir dans des équipes dédiées pour le digital. Ce n'est pas les équipes de la télévision. D'ailleurs, nous, on est toujours jaloux par rapport à leurs moyens. Nous, on a des petites caméras. Les caméras de la télévision, c'est autre chose. Non, la télévision d'abord, pas le digital. Mais après, c'est une culture qui s'est installée. Donc, si on parle du digital en 2015 à 2M, ce n'est pas le digital en 2023. Déjà, le fait d'avoir faire évoluer le digital en direction, qui est la direction marketing et digital, de par la partie promotion marketing des programmes, mais le digital devient une direction. Ça veut montrer aussi l'importance que peut donner le top management pour le digital, d'où le fait de ce que vous venez de citer, d'investir dans des équipes dédiées pour gagner en autonomie et gagner aussi en efficacité, en agilité pour produire un contenu de qualité et que ça soit fait rapidement. Alors, on va revenir sur des exemples qui concernent 2M au Maroc, mais Aline de Volder, vous êtes consultante pour l'UER et j'aimerais qu'on voit avec vous comment vous investissez notamment une réflexion sur TikTok et justement sur un support qui est aujourd'hui beaucoup décrié, on parle beaucoup. Il y a peu de personnes visiblement qui ont TikTok sur leur téléphone, mais ça touche une génération aussi qui est très friande de ce canal d'information où on trouve toutes sortes de contenus. Oui, en effet, donc l'UR m'a demandé de développer une stratégie sur un projet qu'il menait avec l'Union européenne. C'est un projet à la base web. Si je peux aussi avoir mes slides. On va avoir des visuels et peut-être des exemples, des petites vidéos. Oui, c'est ça. Donc, à la base, ce projet, European Perspective, en anglais, vue d'Europe pour les médias français. Donc, vous connaissez l'UER, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'Union européenne de radiodiffusion, European Broadcasting Union en anglais. Et donc, c'est une association qui regroupe la plupart des médias de service public européens, mais aussi il y a le Maroc, il y a l'Algérie, il y a des médias asiatiques comme la NHK, etc., qui font partie de cette association. Et donc, ils ont voulu lancer un projet parce que ils ont évidemment, comme nous tous, médias traditionnels, beaucoup de projets en radio, en télé, d'échanges, d'images entre médias, etc. Et donc, ils voulaient voir ce qu'ils pouvaient faire au niveau digital. Et ils ont donc lancé ce projet, voilà, qui s'appelle donc Vue d'Europe. Et à la base, c'est un projet web où chaque média va se servir dans une box d'articles qui ont été écrits par d'autres médias. Et ces articles sont traduits par un outil. Il y a une traduction automatique qui ensuite, évidemment, est retravaillée par les journalistes. Donc ça, c'est le projet de base web. Et on m'a demandé de développer une stratégie réseaux sociaux là, sur base de ce projet. Il y a évidemment tout ce qui est partage de ces articles. Ça a été mis en place. Mais l'Union européenne et l'UER voulaient s'adresser à un public plus jeune. Et donc aujourd'hui, quand on se dit on va s'adresser à un public jeune, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Ils sont évidemment beaucoup sur TikTok. Alors les avantages, justement, c'est de pouvoir essayer de les toucher par là. D'autres avantages sur TikTok, c'était une possibilité de croissance rapide que moi, j'avais expérimenté à la RTBF, où on a un compte qui s'adresse
à des jeunes, un compte d'info dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est très, très puissant aujourd'hui, en tout cas pour le petit pays qu'est la Belgique. Et donc l'avantage aussi, c'est que TikTok est une jeune plateforme comparée à Facebook, Instagram, etc., qui développe de nouvelles formes de storytelling. C'est aussi eux qui ont lancé cette vidéo verticale, hein, qu'on scrolle à l'infini et que toutes les plateformes ont repris aujourd'hui. Tout le monde fait la même chose, hein, Instagram, Facebook, YouTube, ils font tous ces mêmes vidéos, ce qui nous aide évidemment à les utiliser sur les différentes plateformes aussi, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Et donc, ça permet d'expérimenter beaucoup de choses. L'info, on le sentait, arrive petit à petit sur cette plateforme, mais il faut savoir aussi, que, en fait, c'est compliqué parce que TikTok ne veut pas vraiment de l'info sur sa plateforme. Parce que pour eux, ça va impliquer évidemment beaucoup plus d'engagement en termes de modération, etc. Donc, on sent bien qu'ils ont peur d'y aller. Ce qui n'est pas toujours facile quand on veut se lancer. Donc, je vais vous montrer un petit exemple de ce qu'on a fait pour Europe, pour ce compte. L'idée ici, c'était vraiment de pouvoir échanger des contenus entre médias, de pouvoir centraliser sur un compte. Et donc, on a travaillé avec différents médias et avec notre journaliste qui est donc l'incarnante de ce compte. This is not Switzerland, it's Kyrgyzstan. They might look similar because of their... Excusez-moi, je vais retourner en arrière parce que les deux vidéos sont mises en même temps. C'était... This is not Switzerland, it's Kyrgyzstan. They might look similar because of their high mountains and unspoiled nature, but actually Kyrgyzstan is the second poorest country in Central Asia. 1 in 4 is unemployed, and the situation is particularly hard during winter. The tourism sector works well during summer, offering, for example, hiking and high-altitude trekking guided tours. But despite having the snow and the infrastructure it takes, the winter sport industry is underdeveloped. Edda Hergarten, a Swiss winter sports instructor, visited the country in 2014 and decided to start offering training for the locals. Je vais vous montrer, la suivante. Donc là, excusez-moi. Donc la première est vraiment, c'est assez classique avec la journaliste qui se met devant un fond vert. Ça se fait beaucoup sur TikTok. La deuxième est plus dans les codes de TikTok aujourd'hui, vous allez le voir, et demande de l'acting un peu de la part d'un journaliste. Et c'est pas évident parce que tous les journalistes n'ont pas ça forcément dans le son. This is not... Whoa. Voilà. What? Look at Macron being chased by this angry mob. You know these pictures are not real, right? Are you sure? How can you tell? Look at things in the background, like persons or objects that are kind of distorted. Then there's reflections that don't make any sense. And the contrast is usually quite high. Right. You're still not convinced? Just look at the hands. You see how many fingers it has? Maybe you're right. Oh, by the way, have you seen this picture of Trump getting arrested? Voilà, Il y a donc beaucoup de doigts. il y avait différents challenges par rapport à ce projet particulièrement, parce qu'en fait, comme c'était un projet qui se voulait européen, il fallait que le contenu soit distribué ailleurs que juste dans un pays. Et en fait, le problème, on s'est rendu compte que TikTok est très lié à la localisation. Donc, la journaliste est néerlandaise et on se rend compte que son audience principale reste concentrée sur les Pays-Bas et un peu la Belgique. Donc, c'est pas facile justement d'arriver à faire ça. Comme je le disais, pas facile de faire de l'info sur une plateforme qui en veut pas vraiment. Et aussi, pardon. Et alors, du coup, si elle ne veut pas d'infos, si on ne peut pas vraiment sortir des frontières, est-ce que c'est intéressant ou pas ? Parce que ça va intéresser tout le monde, parce qu'on se pose tous la question. Alors, je pense que c'est vraiment intéressant et qu'il faut continuer à faire ce qu'on appelle du test and learn, ce qu'on fait beaucoup dans le digital. Parce qu'en tant que média de service public, il faut investir ces plateformes. Même si aujourd'hui ces plateformes sont décriées, qu'on craint des problèmes de data, etc. Parce que si on n'y est pas, mais ce sera vraiment la porte ouverte aux fake news. Et voilà, si tous les médias traditionnels s'en retirent parce que difficile d'y aller, parce qu'il faut investir des ressources et aussi parce qu'on s'en méfie, mais alors il y aura vraiment plus que la possibilité d'infos qui ne sera peut-être pas toujours vérifiée.
Donc, Aline de Volder, ce que vous nous dites, c'est que même si on a des réticences, en fait, il faut, c'est comme le pied dans la porte, il faut occuper la place. Et imposer aussi notre savoir-faire, imposer nos exigences, nos déontologies, pour laisser aussi l'opportunité au public, aux usagers, d'avoir une autre vision, une autre lecture des faits. C'est ça ? C'est ça, et c'est à ça qu'on travaille avec le Social Media Trends Group de l'UR, justement. C'est que d'une voix commune, on essaye de peser sur les plateformes, de faire des demandes spécifiques et d'essayer de les faire évoluer vers quelque chose qui correspond un peu aux valeurs des médias de service public. Que nous portons. On va revenir avec vous tout à l'heure. Je pense qu'on aura le temps. On va essayer de faire assez vite parce qu'on est un peu contraint par le temps sur un exemple de la RTBF. Mais j'aimerais, avec vous, Adèle Castel, qu'on aborde la question de la culture digitale, mais surtout des nouvelles écritures, parce que je crois que vous avez été, vous, confronté à la question de comment je raconte quelque chose qui n'est pas visible, qui n'est pas regardable, avec un témoin dont on ne peut pas voir le visage, mais qui est essentiel pour comprendre l'histoire du monde, l'actualité du monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. C'est vrai. Enfin, avant de me lancer là-dedans... Je rappelle que vous êtes journaliste à France 24. Je suis journaliste à France 24. Avant que je me lance dans cette nouvelle aventure, je faisais beaucoup de terrain. C'est-à-dire que quand je dis terrain difficile, zone dangereuse, Irak, Syrie... Palestine. Gaza, quoi d'autre, Kidal, Nord Mali, Boko Haram, entre autres. Alors, il faut savoir que sur ces terrains-là, quand on veut raconter des histoires humaines, elles sont généralement incomplètes, pour des raisons que vous devinerez facilement. Il y a votre propre sécurité qui est en jeu. Après, vous ne pouvez pas vous éterniser dans un... Enfin, je sais pas, j'ai été dans la province d'Idlib, j'y suis resté une dizaine de jours, pas plus. C'est insuffisant pour comprendre ce qui se passe en Syrie. Est-ce que vous voulez dire que l'obsession qu'ont tous les médias, les journalistes en général, d'avoir les éléments du contexte, oui. Parfois, il en manque pour comprendre les faits, parce qu'on ne peut pas rester plus longtemps, parce que c'est dangereux, parce que... Dans le reportage télé, on a un dogme qui s'appelle la séquence. C'est un peu comme au cinéma. Il vous faut un personnage, il vous faut un angle journalistique, de quoi parlons-nous, et il vous faut la séquence, au moins une. En Syrie, on avait fait un sujet qui s'appelle les cliniques clandestines. Alors c'est des médecins qui soignent les blessés en toute clandestinité, parce qu'à cette époque-là, si quelqu'un se faisait blesser dans une manif, il était considéré par le régime, en tout cas l'armée du régime, comme un terroriste. Qu'est-ce que tu faisais Et ils allaient les enlever dans les hôpitaux pour les achever ailleurs. Et donc, à ce moment-là, l'angle, c'était les cliniques clandestines, comment ces médecins courageux soignent les gens sans se faire attraper par le régime. Mais alors, vous me direz, mais comment tu as fait Parce que de toute façon, le médecin ne veut pas se montrer, le malade ne veut pas se montrer. Les outils classiques d'avant, on va le flouter, on va montrer ses mains quand il parle, et pas son visage. On va faire des ombres chinoises, on va peut-être modifier la voix. Mais ça, c'est vieux, en fait. C'est archaïque. C'est pas les nouvelles écritures, en tous les cas. Non. C'est archaïque, c'est dépassé, toutes ces techniques-là. Pas seulement parce que la technique n'est plus... n'intéresse plus personne, mais surtout, ça nous empêche de prendre d'autres récits. Alors, admettons, moi j'ai couvert une attaque de Boko Haram dans un village autour du lac Tchad qui s'appelle Ngoubou. On arrive, on trouve des gens encore morts et des survivants. Donc ce que vous faites à ce moment-là, c'est peut-être d'aller voir les survivants qui vous racontent ce qu'ils ont vécu. Ils vous le racontent. Les mecs sont arrivés sur des hors-bords. En fait, ils arrivent dans presque des bateaux. Les bateaux, dans les bateaux, il y a des terroristes sur des mobylettes. Et donc, ils passent dans les villages et ils tuent tout le monde. Et là, ça, c'est un témoignage. Mais j'ai pas d'image.
Donc soit je vais l'écrire dans un journal, sur un site internet, mais on est quand même des professionnels de l'image et je ne sais pas, une image vaut 1000 mots quand même. Et l'image reste puissante dans la transmission de l'information. C'est à partir de là qu'est née cette réflexion sur comment produire de l'image quand il n'y a pas d'image. Et c'est comme ça qu'on a lancé ce laboratoire un peu expérimental à France Média Monde. Ça, c'est le début de ce travail de news checking. News sketching. News sketching. Alors. Et je veux bien si vous êtes d'accord, qu'on regarde. Vous avez eu la gentillesse de remonter un extrait. Voilà. Je vous invite à aller regarder sur YouTube. Du coup, vous allez pouvoir dans son entièreté, mais c'est assez parlant. Regardez la technique. Ils ont tué mon père et 2 de mes frères. Un 3e a disparu. Tu vas mourir, apostat. Prépare ton linceul. Nous te retrouverons où que tu sois. Ma mère était au courant des menaces. Pars, mon fils. Va le plus loin possible. Elle m'a convaincu. Je me suis déguisé en mendiant pour fuir et je suis retourné à Addis Abeba. C'est ainsi que m'est venue l'idée de partir en Europe. Nous étions dans la région d'Al-Koufra, à proximité du village de Tazirbou. Nous sommes arrivés dans ce qui ressemblait à un entrepôt. Il y avait un portail avec un gros cadenas et aussi plusieurs locaux qu'ils utilisaient pour la contrebande de cigarettes, de drogue et d'alcool. Ils nous ont mis dans un sous-sol. Au bout de 7 mois, nous avons atteint le nombre de 79 migrants. C'était avec une grande brutalité. Harcèlement, insultes, torture, viol, meurtre. Je n'oublierai jamais ceux qui étaient là avec moi. Certains d'entre eux m'ont aidé. Nous ne savions pas combien de temps nous allions rester dans cet endroit. Amina était plus forte que tout ceci. Une merveilleuse énergie émanait d'elle dans cet endroit misérable. Elle portait de l'espoir et tout le monde essayait de découvrir son secret. Elle priait et jeûnait. Elle avait de la compassion pour les autres. En raison de sa piété, les passeurs n'osaient pas l'approcher. Elle est somalienne comme moi. Elle vient de Mogadiscio. Dans la vie, il ne lui reste plus que sa mère. Je l'ai vue le premier mois quand je suis entré dans l'entrepôt. Petit à petit, nous avons appris à nous connaître et à nous parler. Elle a 4 ans de moins que moi. Elle était différente. Sa présence me réconfortait. Elle m'a parlé de ses rêves et de ce qu'elle voulait faire après ce cauchemar. Elle était sûre de s'en sortir. Elle m'a attiré dans son monde et je croyais tout ce qu'elle disait. Et puis un jour, je lui ai dit ce que je voulais. Je veux rester avec toi toute la vie. Au milieu du désert libyen, à l'intérieur d'un entrepôt souterrain, parmi plus de 80 esclaves qui ressemblaient à des morts-vivants, torturés, je l'ai demandé en mariage. Elle a accepté. Notre rêve est devenu l'affaire de tous. Ils nous entouraient comme si nous représentions leur propre espoir. Il fallait légitimer notre union. Je voulais parler à sa mère en Somalie. Des
Des amis nous ont aidés et nous avons obtenu un téléphone. Après plusieurs tentatives, nous avons réussi à joindre sa mère qui a immédiatement béni notre relation. Mais il y avait une autre étape importante à franchir. Il nous fallait une caution religieuse. Dans notre monde souterrain, il y avait un homme pieux qui connaissait la religion. Il a accepté de nous marier, faisant office d'imam. C'était certainement le premier mariage du genre dans cet endroit. Nous nous sommes engagés à vivre ensemble, animés par l'espoir de quitter cette prison. Adèle Gastel, non, news checking, c'est une sketching. Excusez-moi, je suis un peu dyslexique. Le sketch, c'est un croquis. C'est le croquis, voilà, bien sûr. En anglais. Ça n'a aucune prétention artistique. D'ailleurs, il faut pas être prétentieux quand on fait de l'information. Il faut qu'elle soit sobre. Enfin, s'il y a ici des étudiants dans les beaux-arts, ils trouveront plein de défauts dans ces dessins-là. Vous m'entendez? Oui. Donc le sketching, c'est juste faire des croquis pour l'actualité. Alors cette histoire, vous pouvez voir la suite de cette histoire en mettant Un amour en enfer, France 24 par exemple, et vous aurez la suite de l'histoire. Ce qu'on ne dit pas dans l'extrait, c'est qu'ils vont être séparés par les contrebandiers. Donc ils vont séparer les migrants en deux groupes. Donc lui, ils vont l'assommer parce qu'il veut garder sa femme. Et il va la perdre. Donc si vous voulez la suite, allez sur YouTube. Ah, ça, c'est un bon teaser. Un bon teasing. Et donc Mais, alors, moi, il ne s'appelle pas Mohamed, elle ne s'appelle C'est pas ça. Amina. Ils sont somaliens, ça on n'a pas menti. Ils se retrouvent, en fait, ils tombent amoureux dans une cave, dans un sous-sol, à la merci des contrebandiers qui frappaient tout le monde, qui violaient tout le monde, qui sont sans foi ni loi. Et ils arrivent, tous les deux, ils arrivent à transformer, par leur énergie, par leur amour, à transformer le quotidien de tous les migrants qui étaient là. Et donc c'est une histoire, c'est notre histoire en fait, c'est une histoire d'amour. En anglais c'est A Love Story in Hell, Hubbun fil Jahim en arabe. Et à partir de là, on a tous les éléments d'une histoire sans image. Mais voilà. est-ce que cette écriture permet d'investir des nouveaux publics, parce que c'est une nouvelle écriture, et permet aussi d'informer, d'apporter une information juste, vérifiée, avec les valeurs que nous portons au service public? Oui. Je vous parle un peu de notre environnement, de notre écosystème à France Média Monde. Vous avez dû voir Info Migrants en haut à droite de l'écran. C'est une plateforme européenne faite grâce aux efforts des Français, des Allemands et des Italiens. Deutsche Welle, France Média Monde et l'agence italienne ANSA. Et il y a eu ce portail-là qui nous permet à nous de recueillir, mais c'est très bien que vous ayez posé la question de WhatsApp et de toutes ces... Ça nous permet à nous, Mohamed, qui ne s'appelle pas Mohamed, une fois qu'il était bien à l'abri... Ah merde, j'ai spoilé. Ouais. Une fois qu'il était un peu protégé, on a communiqué avec lui par WhatsApp. Et donc... par un va-et-vient de WhatsApp et par WhatsApp. Et donc toutes les questions qui nous passaient par l'esprit, des questions factuelles, où tu étais, avec qui tu étais, on le vérifiait sur le terrain avec tous les outils dont on peut disposer. Quand il dit Tazirbou, nous on va chercher Tazirbou, où est-ce que c'est, par où tu es entré en Libye, par le Soudan, par quel point frontalier, par quel
checkpoint, très bien, mais avant c'était l'Éthiopie, par où tu es entré, et on revérifie tous les effets, tous les faits que ce personnage nous raconte, ils sont immédiatement checkés, vérifiés, avec les outils basiques du journalisme, les fameux 5 Ws, quoi, qui, quand, où, bref. Comment ? Et après, on reconstitue l'histoire à travers ces petits messages WhatsApp, sachant qu'on l'a vu, hein, le monsieur, hein, on l'a rencontré, pas moi, parce que c'est une histoire très intime, ces gens-là sont traumatisés, sont blessés, parfois sont estropiés, parfois ils ont perdu un membre de leur corps, voilà. Quand vous verrez le document dans son entièreté, vous entendrez effectivement les détails. Oui. De ce que vivent ces victimes dans ces parcours, chose qu'on ne peut pas montrer à l'image, qu'on a beaucoup de mal à raconter, comme dans toutes les zones de guerre. Là, on a accès à une vérité par aussi le prisme de l'émotion et du dessin. Moi, j'aimerais juste, avant d'écouter Madame Samanassar, qui va nous expliquer aussi comment en Palestine, on a utilisé les réseaux sociaux pour communiquer auprès des populations et faire de l'information. Juste une dernière question. Est-ce que ces nouvelles écritures, il y a aussi l'exemple de la RTBF avec un travail auprès des jeunes, est-ce que ces nouvelles écritures et donc tous ces nouveaux supports digitaux permettent de toucher un public jeune et donc de l'inclure aussi dans l'information? Juste une réponse assez rapide avant qu'on puisse... En effet, les différentes plateformes... Deuxième Marocco. Là où Deuxième elle est présente, nous remarquons une prédominance de la tranche d'âge 18 ans, 35. Sur pratiquement tous les réseaux sociaux, même sur l'exemple que vous venez de présenter, il y a toujours cette tranche d'âge qu'on retrouve dans les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram ou TikTok. C'est je dirais, le moyen par excellence de compléter cette communication avec le jeune public. Ils sont aussi présents à la télé, il ne faut pas l'oublier, ils sont aussi sur la télé. Et le digital, bien entendu, avec cette tranche d'âge, c'est le cœur de cible 18-35, en tout cas pour notre cas, Deuxième. À une level d'air, ça dépend peut-être des pays, non? Je voyais que vous... Oui, effectivement, chez nous, en télé, il n'y a plus beaucoup de jeunes, donc on sait qu'on doit essayer de les toucher via ces plateformes, mais notre but évidemment, comme c'est le but de tout le monde, puisque ces plateformes de réseaux sociaux, on sait qu'elles évoluent tout le temps, on n'est pas maître des algorithmes, donc le but c'est évidemment de les attirer vers nos plateformes propriétaires, que ce soit la télé, la radio, le web, etc. Mais c'est un travail difficile et l'important, je crois, c'est d'être présent partout, de montrer qu'on est là et d'espérer qu'ils nous suivront aussi quand ils grandiront, ces jeunes. Adèle Gastel, est-ce que vous pensez toucher un jeune public avec... Est-ce qu'on a le choix? On n'a pas le choix, en fait. C'est une réponse assez efficace. Hein. Non, on Si on n'a pas le choix, c'est que... On n'a pas le choix. En fait, alors si on se met à courir derrière le progrès, on ne le rattrapera jamais. Ouais. En revanche, il faut réfléchir sur des workflows, des espèces de process qui permettent d'anticiper, comprendre où va la tendance et anticiper et créer ses propres produits. Ça, c'est possible. Entre autres préconisations, moi je prétends que le journaliste ne doit plus avoir, le journaliste professionnel, quand il arrive, ne doit plus avoir 24-25 ans, il faut qu'il ait 18 ans. Mais qu'est-ce qu'on fait de nous alors? On est bon à la casse. Ah non. Sauf si... Moi, je crois à la mixité, y compris des âges. Je fais de la provocation pour justement, pour nous inciter à plus de générosité envers les jeunes. Ce sont eux, premièrement, qui paieront notre retraite, mais aussi, ce sont eux qui comprennent mieux ce qui se passe. Discuter avec un adolescent de 15-16 ans, il vous expliquera mieux que moi TikTok. Mais peut-être que la mixité, comme on l'a aussi, comme on la défend et comme on la met en œuvre au niveau des hommes et des femmes, au niveau de l'inclusion, peut-être aussi que c'est intéressant au niveau de la mixité des âges aussi. Aussi, et casser les barrières générationnelles. Tout à fait. Ce que je vous propose, c'est de retrouver Madame Samanassar. Vous avez eu la gentillesse de nous
proposer quelque chose avec vraiment une vision globale du travail des réseaux sociaux en Palestine. Et on s'accordera quelques minutes pour quelques questions, si vous le souhaitez, avant de poursuivre avec les Voix du Monde et nos amis et collègues japonais qu'on retrouvera donc juste après. Je crois que vous avez proposé une présentation, Nassar, pardon, excusez-moi, sur les formats et les outils que vous utilisez pour informer le peuple palestinien. السلام عليكم. بشكل عام نحكي عن تلفزيون فلسطين ومنصات الإعلام الرسمي الفلسطيني. بشكل عام بنحكي عن منصات انتقلت من المرحلة المحلية من الحديث أو الخطاب المحلي الموجه للداخل إلى الحديث الموجه للخارج، من منصة محلية إلى منصة عالمية. وبالتالي نطرح سؤال: كيف وصلنا أو انتقلنا من مرحلة المحلية إلى العالمية؟ فالجواب هو عن طريق منصات بلغات متعددة، وهذه المنصات تحاكي المجتمعات التي نستهدفها لطرح قضيتنا وقضايا شعبنا الفلسطيني على اختلافها. وبالتالي نحن لنا أكثر من 27 منصة أو حوالي 27 منصة ناطقة على الأقل ب7 لغات حتى الآن، 7 لغات، منها لغات رئيسية طبعا عدا العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الروسية، الإيطالية، العبرية أيضا، وكذلك هناك لغة أخرى نسيتها. وإضافة إلى ذلك نحن الآن في مرحلة تطوير هذه المحاكاة لنصل إلى لغات أخرى، من بينها مناطق مثل الهند، باكستان تتحدث بلغات مختلفة، كذلك الصينية نحن نسعى للوصول إليها. في حال وصلنا إلى الحديث بهذه اللغات عن الإعلام الفلسطيني وقضايا الشعب الفلسطيني، نكون قد غطينا بين قوسين الكرة الأرضية. لماذا؟ ليش بدنا نغطي الكرة الأرضية؟ حتى نعرف بقضيتنا، ما نتعرض له، ما نواجهه يومياً، وكذلك بنفس الوقت إنه إحنا شعب راغب بالحياة، وليس فقط راغب بل ساعي وبجد وباجتهاد كبير، ولدينا نماذج للنجاح. وهذا كان مسؤولية على عاتق الإعلام الرسمي الفلسطيني. وعندما أتحدث عن الإعلام الرسمي الفلسطيني الآن أقول تلفزيون فلسطين كنموذج تلفزيون فلسطين يقدم هذه المعلومة الخاصة بالشعب الفلسطيني بكل هذه اللغات. ولكن إذا تحدثنا كيف نحن نطور ما يظهر على الشاشة لجمهور يستخدم التليفون أو الموبايل، لديه وقت سريع جدا، مستعجل جدا، فكيف يمكن أن أعوض هذا العرض الكبير الذي توفر الشاشة بكل التفاصيل والصور، وأحيانا تمتد ساعات البث المباشر عندنا نظرا للأحداث إلى 4 و5 ساعات؟ كيف يمكن أن أقدم هذه ال5 ساعات بدقيقة؟ ربما حدث كامل ومجتمع كامل يدخل في حالة صدمة، خلال 5 ساعات بدي أحولهم إلى دقيقة واحدة فقط. هون كان التحدي بالنسبة للإعلام الرقمي الفلسطيني. فالإعلام الرقمي الفلسطيني هو انعكاس للإعلام التقليدي، وأنا من الناس المنحازة للإعلام التقليدي خاصة الراديو، لأنه أقول إنه الراديو لا يمكن أن يسقط. يعني مهما تقدم الموبايل لا يمكن أن يسقط الراديو، على الأقل من السيارة. جميعنا نتنقل بسياراتنا ونذهب مسافات بعيدة وقريبة، لا يمكن أن نستغني عن جهاز الراديو، ولكن ممكن نستغني لمدة شهر وشهرين عن جهاز التلفزيون. فهون الخطورة التي يجب أن يتنبه لها إعلام التلفزيوني، إعلام الصورة. أما إعلام الراديو، فإذا كنت حاب أنه أحكي بتفصيل قصير في هذا الموضوع، إعلام الراديو عليه أن
يطور نفسه. كيف إذا شاهدني الناس على المنصات التواصل الاجتماعي كيف أقدم نفسي له، لأنه هو يريدني راديو. أنا هذا اعتقادي، يعني هو يريدني راديو، يريدني أن أقدم المعلومة له في الوقت الذي يناسبه هو وفي المكان الذي يناسبه هو. عودة للإعلام الرقمي الفلسطيني، بالتالي كان أمامنا مهمة كبيرة بأنه كيف نحول كل هذه الأحداث إلى أسلوب يخاطب الناس بطريقة أولاً تناسبهم كشعب فلسطيني، وبنفس الوقت حينما يشاهدها أي إنسان على الكرة الأرضية أن يكون قادر على فهم ماذا حدث وبشكل لا يأخذ من وقته، وبنفس الوقت أستطيع إيصال رسالتي. فبالتالي توجهنا إلى قوالب جديدة، محاكاة القوالب الجديدة من خلال الفيديوغراف، الإنفوغراف، الكتابة على الصورة. نحن نركز كثيراً على الكتابة على الصورة، يعني لا يغني الكابشن أو العنوان عن الكتابة على الصورة، ما يمكن أن أكتبه على الصورة. لماذا؟ لأنه أحياناً العين تقرأ وتخزن، فبالتالي إن لم يقرأ الكابشن هو سيقرأ ما مكتوب على الصورة. الصورة ممكن أن تقدم شيء جاذب ومشوق، طريقة عرض جاذبة للناس، فبالتالي تضطر لأن يقرأ. إذا قرأ فهو فهم الرسالة التي أريد أن أوصلها، وهي رسالة شعب كما حكينا. الانفوغراف، الفيديوغراف بنفس الوقت هو يعتمد على الكتابة بخط كبير، كتابة تشويقية، كذلك نعتمد على العبارات الواضحة، ونعتمد أيضاً على فكرة أنه هناك من الناس المتابعين للسوشيال ميديا كسولين لدرجة ما بدهم يرفعوا الصوت، يعني بدي أحضر بس ما بدي أسمع. فبالتالي أنت يجب أن تعوضه أو تلبي رغبته بأن يفهم المادة التي صورتها ووضعت عليها الصوت، بأن تكتب له أشياء يفهم منها المادة التي تريد أن توصل رسالتك لإلها. الإعلام الفلسطيني بشكل عام يواجه سلسلة كبيرة من التحديات، هو قادر على تجاوز هذه التحديات. نحن نقول دائما أننا قادرون حتى نكون قادرين، وبالتالي ليس أمامنا خيار سوى أن نكون قادرين وأن ننجح. لذلك كانت عندنا استراتيجية لمواجهة كل هاي التحديات. هاي الاستراتيجية تعتمد على المدى القصير والمدى البعيد. المدى القصير يعتمد على إشكاليات يومية نواجهها من تقييدات للمحتوى وما إلى ذلك. نحن يوميا أو أسبوعيا على الأقل نتعرض لتقييدات للمحتوى الذي نقوم بعرضه، وهذا يؤدي إلى زعزعة الاستراتيجية التي نسير عليها. ولكن هذا يضعنا أمام تحديات. الاستراتيجية كما هي معروضة هنا تتحدث عن 3 محاور. المحور الأول هو خصوصية المحتوى الفلسطيني. المحتوى الفلسطيني هو محتوى خاص، لن تجد قضية شعب تحت احتلال يقدم محتواه وبنفس الوقت هو يريد أن يقدم سعيه نحو الحياة والحرية والعلم والثقافة والتراث والحفاظ على كل أسباب وجوده. فهي الخصوصية تنقلنا للاستراتيجية الثانية اللي هي مواجهة التقييدات، كيف بدنا نواجهها. والاستراتيجية الثالثة الحمد لله إنه قدرنا إنه نحققها، اللي هي الانتشار رغم الحصار، هيك سميناها. بالتالي كنا أمام خصوصية المحتوى، قدمنا هذا المحتوى بالطريقة اللي عرضت لكم إياها من خلال انفوغراف، فيديوغراف. نتواجد بشكل كبير على فيسبوك. لماذا؟ لأنه حوالي 2 مليون فلسطيني يتابعون فيسبوك، فأنت مضطر أن تكون بكل ثقة لك على فيسبوك. بينما هذا لا يجعلنا نهمل المنصات الأخرى، إنستغرام، تويتر، تيليجرام، واتساب، يوتيوب. أكيد كل هذه المنصات موجودين عليها ولكن بطرق مختلفة وتناسب المحتوى. المحتوى الفلسطيني أكثر جدية، فبالتالي يناسبه أكثر الفيسبوك، لذلك نحن نتواجد أكثر وبقوة أكبر بكل اللغات على فيسبوك.
واستطعنا أن ننقل هاي الرواية. التقييدات كيف نواجهها؟ بطريقتين، الأولى إما المواجهة، لا خيار أمامنا سوى أن نستمر بالنشر، والاتصال مع المؤسسات لنوضح أسباب أو الاستعادة وما إلى ذلك من قصة طويلة. الاستراتيجية الثانية اللي هي التحايل. ما هو التحايل؟ بعرفش إذا اضطريتوا تتعاملوا مع قضية التحايل، ممكن هاي تكون خصوصية فلسطينية. نحن نضطر أحيانا حتى لوغاريتمات هذه المنصات تمنع بعض الكلمات، فبالتالي أنا أضطر أن أدمج كلمة عربية وأستغني عن حرف اتش أو شين بحرف اتش بالإنجليزية، أدمج لغتين في بعض لنفس الكلمة، وهذا أصبح متعارف عليه على مستوى يعني الجمهور الفلسطيني. فبالتالي مثلا كلمة شهيد أكتب ش حرف الهاء اتش، وبالتالي اللوغاريتمات أستطيع أن أتجاوزها. وهناك حوار كبير مع فيسبوك في هذا الموضوع، وقطعنا فيه شوط، وإن شاء الله أنه يكون فيه له نتيجة. رغم كل هذا إحنا حققنا انتشار. الانتشار اللي حققناه عن طريق اختلاف الوصول أو ارتفاع نسب الوصول. فخلال مثلا 3 أعوام الأخيرة 2020 2022 2021 2022 ارتفعنا من 243 مشاهدة ل 369 مشاهدة رغم كل الظرف اللي حكينا عنه. طبعا إجمالي عدد الدقائق اللي شاهدها ناس، أنا هون بحكي فقط عن اللغة العربية لم أتحدث عن لغات أخرى، 190 مليون دقيقة. وقد تستغربوا أنه إحنا بنركز على اللغة العربية، لا، نحن نحتاج أن نركز على اللغة العربية لأن هناك سياق عام نحتاج أن نعيد تقديم قضيتنا حتى لو كان باللغة العربية وحتى لو كان لأنفسنا نحن العرب. ولكن هذا لا يعني أننا قد خرجنا عن أو أهملنا اللغات الأخرى، موجودين بنسب وصول عالية. الصفحة الفرنسية من أعلى الصفحات الموجودة على الانترناشونال سوشيال ميديا، الصفحة الفرنسية، الصفحة الإنجليزية، الصفحة الألمانية. نواجه كثير من العقبات، ولكن نحن موجودين وبمشاهدات مليونية عالية جدا. وهذا ينقلنا لموضوع الأرقام القياسية التي حققناها، تشعرنا بأنه نحن حققنا هذه الاستراتيجية. 92% من مشاهداتنا هي نتاج تفاعل طبيعي على الصفحة، بمعنى أو على الصفحات، بمعنى أنه الناس تبحث عنا، ليس فقط إحنا بنذهب لهم. من يبحث عن الخبر الفلسطيني أو الوضع الفلسطيني هو يبحث عنا، فبالتالي التفاعل الطبيعي على الصفحة بنسبة 92%. نحاول أن نضع التمويل، هو جزء من العمل أيضا، ولكن باللغات الأخرى نحن نركز على التمويل أكثر، وهذا أيضا من العوائق ولكن قادرين على تجاوزه. بتمنى أكون إني قدمت إشي يعني بوضح. بعتبر إنه إحنا تجربة ناجحة في الإعلام الرقمي الفلسطيني، وأتمنى إلها إنه تنجح أكثر وأكثر ويكون في تعاون في كل دول حوض المتوسط. شكرا كثير لكم. Thank you. Merci beaucoup, Sama Nassar. Merci pour cette présentation. Je vous propose, étant donné le temps imparti qu'il nous reste, de prendre 2-3 questions dans la salle, si vous le souhaitez, avant de poursuivre sur les voix du monde. Est-ce qu'il y aurait 2-3 questions? Allons-y, hop, allons-y, on vous écoute. Bonjour tout le monde. Monsieur Algam de la télévision algérienne. D'abord, je vous remercie pour cette organisation qui a été bien préparée. Toutefois, j'aimerais bien revenir dans les années 70 avant de poser ma question. Dans les années 70, il y avait le lancement du portable. Et on a constaté la progression, l'évolution de cet outil dans les années 80. Et à l'époque, on parlait que des avantages de ce portable. C'est un outil de communication. Il va nous faciliter la communication. Il nous rapproche plus. Par contre, dans les années 2000, on a constaté que cet outil, qui a été créé pour renforcer la communication,
Malheureusement, avec cet outil, on communique moins et on communique peut-être des fois mal et des fois on ne communique pas. Surtout peut-être durant les événements, durant les fêtes. On n'utilise que des SMS alors qu'avant, on utilise la communication, les déplacements vers les familles. Ma question est la suivante. Actuellement, on parle de la digitalisation et on parle que des avantages de cette technologie. Moi, j'aimerais bien savoir, pour éviter, comme il a soulevé notre ami, le portable, dans les années à venir, on va avoir les pouces plus grands que les doigts. Donc, la digitalisation, est-ce qu'on a évalué les risques et l'impact de cette technologie sur le monde du média dans l'avenir? En l'occurrence, peut-être les fake news, la perte de l'information, et ainsi de suite. Donc, je pense que la question elle est destinée pour notre ami du Maroc, puisqu'ils ont avancé sur la partie digitalisation. Est-ce que vous voulez bien répondre, Adil Chkiri? Merci. En effet, je suis tout à fait d'accord par rapport au fait de poser cette question stratégique, en quelque sorte. Vous avez raison. Pour des médias de télévision, en tout cas pour notre cas au Maroc, c'est une question importante de voir comment on doit accompagner cette évolution des médias digitaux et aussi cette influence aussi du public envers ce type de plateforme. Donc c'est un point de vue stratégique, oui. Il faut continuer à investir dans le digital, mais ne pas perdre de vue, comme je l'ai dit tout à l'heure, le média classique ou bien dit public, parce que ça reste toujours le garant de la disponibilité d'informations, que ce soit par satellite, par télévision, par radio et aussi par le digital. C'est universel. Pratiquement tous les pôles publics du monde, c'est leur objectif, c'est de divertir, cultiver et informer. Il faut continuer à le faire et il faut investir dans les plateformes digitales pour qu'on puisse répondre aux prochains défis, à savoir l'évolution très rapide de la technologie. Notre ami de la télévision algérienne a parlé de l'évolution du mobile. Donc il y a une évolution qui va être encore plus rapide avec l'intelligence artificielle. Mais je veux dire que ce soit ChatGPT ou autre, le contenu que nous sommes capables, nous, professionnels de médias ou bien médias en général, ne pourra jamais être produit de manière artificielle. C'est un contenu de proximité, on s'adresse à un public que nous connaissons. Par exemple, pour le cas du Maroc, 2M, elle est présente à peu près sur 15 bureaux régionaux dans le royaume. Et pour faire un reportage sur la région de Fès, qui, mieux qu'une personne qui connaît la région, qui connaît la problématique, peut faire un reportage sur cette région-là, ou bien sur un sujet ou un angle donné. Merci. Merci beaucoup. On prend une deuxième question rapidement. Allons-y. On va faire des réponses courtes pour qu'on puisse prendre une troisième question. Après, on continuera et on pourra... Oui, on va Bonjour à tous. Oui, ça marche. Allez-y, je vous en prie. J'apprécie beaucoup ce panel et c'est enrichissant comme discussion. Moi, je trouve, par rapport aux médias classiques, le digital, ça représente un mal nécessaire. On doit s'adapter avec. Et on doit aussi réfléchir à qu'est-ce qui pousse les gens à être accros à ce qui est digital. C'est je dirais peut-être une petite synthèse. C'est la synthèse du produit. C'est-à-dire, dans le temps, et dans le résumé par rapport à ce qui se présente aux receveurs. Donc aujourd'hui, les médias classiques doivent s'adapter à ça et composer avec. Ça doit être complémentaire par rapport, vous venez de parler des plateformes qui doivent accompagner les médias classiques pour que ça continue à vivre et pour trouver aussi la place au sein de tout ce monde de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Merci. Alors, une question, je crois qu'il y avait des questions au fond. Oui. Merci en deux mots de vous présenter, comme ça on sait où vous situez. Bonjour, je suis Anne-Catherine Nanopoulos, France Télévisions. Je me permets de m'adresser
au monsieur de France Média Monde et de rebondir sur la démo du sujet Adèle qui a été Gastel. fait en sketching, qui est évidemment très très fort. Puisqu'on parlait de levier émotionnel, il me semble que sur l'extrait qu'on a vu, le premier levier émotionnel, c'était la musique. Je suis quand même abasourdie de voir, si je puis me permettre le terme, la manipulation émotionnelle qui nous est infligée via la musique. Et je trouve que enfin, moi, ça me pose question sur un sujet d'information, hein, un plan ça comme ça. Je m'imagine demain, sur l'AI, on dit musique qui fait pleurer, musique qui va bientôt faire pleurer, enfin, etc. C'est horrible, atroce, et je me demande où on va avec ce type d'outils, et si c'est un sujet de réflexion chez vous, au sein de votre cellule innovante. Bien plus que la musique, d'ailleurs. Vous avez vu des larmes aussi, il y avait un personnage qui pleurait. Bien sûr qu'on s'est posé la question, et notamment celle de la manipulation. Et devant chaque dilemme, il faut trancher. Donc soit on est dans le tire-larme, bêtement commercial, on veut des vues. Soit on essaye de se rapprocher. Je vous dis, moi, mon plus gros souci, c'est de ne pas avoir d'image. Et je vais compenser avec quoi? Alors, je vais vous présenter un jour, s'ils veulent bien, les personnages qui sont dans cette histoire. Écoutez-les attentivement. Vous verrez que l'émotion que dégagent leurs propos réels, elle est beaucoup plus puissante que ma petite musique. Hein. L'impact est beaucoup plus fort. Alors oui, on s'est dit la chose suivante. Dans les histoires humaines, il y a des émotions. Quelles émotions? Il y en a, on est allé loin. Hein. Il y a 4 émotions principales, 2 chaudes et 2 froides. Les chaudes, c'est la colère et la joie. Les froides, c'est la tristesse et la peur. En combinant les émotions 2 par 2, on obtient encore d'autres, des milliers d'émotions. Mais on est aussi dans la production de contenu. On a en face de nous du fake news, du deepfake. On a des gens, Barack Obama n'a jamais dit telle ou telle phrase, et pourtant on le voit dire ce genre de choses. Et le pape n'a jamais mis non plus de doudoune. Le pape avec sa doudoune, ouais, et Macron qui manifeste. Voilà. Donc, et bien évidemment qu'on se pose des questions artistiques. Parce que la sobriété de l'info, de notre point de vue, encore une fois, en toute humilité, et on est en phase d'expérimentation, n'a jamais été la sobriété de l'information n'est en aucun cas contraire à la création artistique. On ne s'interdit pas la musique. Et on ne s'interdit pas de mettre des musiques qui suggèrent la colère, qui suggèrent l'enthousiasme, qui suggèrent la surprise, qui suggèrent l'anticipation, qui suggèrent la peur, qui suggèrent la tristesse. Tout ça, c'est un spectre d'émotions accompagné très souvent, Dieu merci, par des créateurs, par des gens qui fabriquent, qui produisent de la musique. Ben nous, on se l'approprie, cette créativité. On l'utilise. Après que vous vous sentiez manipulé par moi, je vous présente mes plates excuses. Ce n'était pas le but. Merci beaucoup. On voit à quel point tout ça est extrêmement passionnant, nous éveille, nous fait faire un peu travailler les méninges, comme on dit, en tous les cas, ce qui montre à quel point nous avons aussi besoin de partager ensemble. Et j'espère que tout ce que vous avez pu dire, avec ce temps imparti un peu réduit, va permettre de collaborer avec d'autres et permettre aussi d'innover. Alors, on va poursuivre le programme. Il y aura... Oui, Paola. On a le temps de prendre des questions ? Oui. D'accord. Alors, la dernière question. Parce que moi, j'essaye de tenir le timing. On me dit Alors, une question. Bonjour, je m'appelle Milorad Lapšić de Radio-Télévision de Serbie. C'est la question pour la dame de UR. Aline de Volder. Oui, donc concernant le Twitter, cette question récemment des marques qui ont été mises sur le Twitter, quelle est la position? Donc on avait cette question avec BBC, avec Radio Suède qui s'est tirée, quoi. Donc nous aussi on a confronté cette question il y a un an, donc avec public funded, state funded, state affiliate, ouais. Voilà.
Je crois que c'est très important parce qu'on est tous ici des services de public, donc c'est cette question de crédibilité, quoi. Mais en fait, justement, on en a beaucoup débattu dans notre groupe social media à l'UER. Il faut savoir que le Global State Funded, donc ce badge-là, qui nous posait vraiment un gros problème, parce que ça revenait à dire qu'on était évidemment des médias de propagande. Ce badge-là, on a réussi à faire en sorte que Twitter le retire. Donc, normalement, ce badge-là n'existera plus. Et ce sera plutôt, c'est ce qu'on avait demandé à Twitter, c'est que ce soit comme sur YouTube. Quand vous avez un contenu de média de service public sur YouTube, chez moi, par exemple, RTBF, on voit ceci est un contenu de la RTBF, média de service public belge. Donc, c'est ce qu'on a demandé à Twitter. C'est vers ça qu'ils vont se diriger, puisqu'ils ont annoncé qu'ils retiraient l'autre badge. Ça fait plaisir parce qu'on se dit quand même que notre travail, on a quand même un certain poids vis-à-vis des plateformes et donc c'est une bonne chose. Par rapport au badge qu'il faut payer, enfin au fait qu'on doit payer la certification, etc. Là, il n'y a pas encore de position commune. Les médias aussi, en fonction de l'importance qu'a Twitter chez eux, veulent le garder, pas le garder. Mais c'est clair que ça pose un gros problème parce qu'en fait, si on commence à payer Twitter pour ça, demain, Facebook va faire la même chose et on est parti aussi dans un engrenage. Voilà, c'est problématique. Mais on n'a pas encore réglé le problème. Ah, il est revenu. Merci beaucoup. Merci à vous quatre d'avoir accepté de répondre aux questions, mais aussi de nous présenter votre travail, vos médias et vos réflexions. Voilà des exemples qu'on peut partager. La discussion pourra se poursuivre tout à l'heure. Nous allons continuer et accueillir. On peut les applaudir. Merci beaucoup. Merci.